bâtiment F, 3e étage. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Anguin. Retrouvons à 8h59 l'horoscope avec Angélique. Bonjour. Bonjour Christophe, ça va? Bonjour. Vous êtes bien reposé? Bonjour Christophe. Oui, oui. Bonjour. Taureau, c'est le moment d'entamer une formation pour une reconversion professionnelle. Gémeaux, c'est à l'étranger que vous réussissez pleinement au-delà de vos attentes. Cancer, vous allez au sommet national, mais il y a des éléments extérieurs. Lion, c'est avec diplomatie que vous interviendrez dans un litige familial. Vierge, rappelez-vous que les silences d'or, surtout avec vos collègues. Balance, votre banquier vous aidera de la Bon. facture. Scorpion, vous réfléchissez sérieusement à vous acheter un bien immobilier. Sagittaire, Ça, c'est bon. la carotte et le lapin. Je te crée l'indicatif, je l'enverrai l'indicatif de toute façon. Bien choisir pour agrandir la famille. Verseau, vous aurez la tête à Paris d'amour au lieu de vous investir dans votre carrière. Poisson, vous vous ressentez sur vos amis et la famille. Ouvrez les portes en votre poésie. Une très bonne journée. Très bonne journée Angélique, merci pour l'horoscope de ce lundi 15 octobre 2018, 9h sur la radio du bien-être. Bonne matinée. Et à nouveau, flash valdoisien sur la radio du bien-être. Chasse aux crottes sur la commune de Beaumont-sur-Oise. La mairie vient de mettre en place une campagne d'affichage, marquage au sol. La ville veut sensibiliser les propriétaires pour mettre un terme aux déjections canines sur l'espace public. Attention, une amende de 17 € si vous êtes vu, si vous êtes pris. La ville de Beaumont-sur-Oise est équipée en plus de 7 canisettes. Ces aménagements urbains destinés à recevoir j'ai du mal avec ce mot, les déjections canines et ainsi que 15 distributeurs de sacs, donc pas besoin de laisser Médor faire caca n'importe où sur les trottoirs de Beaumont-sur-Oise avec ce dispositif. Parlons maintenant de la commune de Garges-les-Gonesse qui vous propose à partir de demain la 4e édition de Je visite ma mairie, un événement qui revient pour les habitants qui pourront pousser la porte de l'hôtel de ville et découvrir le fonctionnement des différents services. Pour découvrir cela, il faut vous inscrire impérativement au 01 34 53 31 91. Parlons maintenant de Cergy avec un hommage qui sera rendu aux poilus à l'université, des morceaux d'obus, des lettres, des dessins, des médailles. Ces vestiges de la Première Guerre mondiale appartiennent tous aux familles des employés de l'université de Cergy-Pontoise et de sa bibliothèque. L'UCP rend actuellement hommage à sa manière aux poilus à travers plusieurs animations, des concerts lectures, mais aussi de nombreuses expositions. Une opération gratuite et ouverte à tous. Si vous voulez en savoir davantage, direction le site u-cergy.fr. Et puis pour refermer ce flash valdoisien, restons à Cergy avec pas de train, plus précisément à Cergy-le-Haut après 20h30. La circulation des trains de la ligne L et du RER A est perturbée en soirée à Cergy jusqu'au vendredi inclus dans le cadre des travaux de la 4e voie. À partir de 20h30, les rames sont terminus en gare de Cergy-Saint-Christophe. À partir de 22h10, cette interruption concerne l'ensemble des stations entre Nanterre-Préfecture et Cergy-le-Haut. Après cette date, la gare des Hauts-de-Cergy sera fermée toute la journée jusqu'au samedi 3 novembre à 6h pour des tests. Bien évidemment, des bus de substitution seront mis en place avec un rallongement du temps de trajet estimé à 20 minutes pour relier Saint-Christophe à Cergy-le-Haut. C'était votre flash valdoisien sur la radio du bien-être. 9h03, place à l'émission Le Bar de l'économie, présenté par Florence Lea avec de nombreux invités. Nous allons certainement revenir sur le salon de l'automobile qui s'est fermé hier soir avec, je crois, 1 million de visiteurs à peu près. 98 FM, à demain matin pour une nouvelle matinale. Bonjour. Exactement. Yves Cara va nous parler d'automobile. Alors, tu y allais au C'était le salon? même score qu'il y a 2 ans. À peu Oui. près, hein. Ouais, mais sur 2 week-ends. Alors qu'avant c'était sur 3 Oui, c'est week-ends. vrai, c'est vrai. Et c'était un gros changement. Il y avait, Effectivement, il y était, je l'ai vu sur les vidéos. Il y avait la Nous, moto, on va l'auto, s'échanger. la mobilité. Nous on avait un stand au centre de la mobilité avec Essilor, avec la FIA, avec Crédit Mutuel. Donc c'était au-delà de l'automobile en fait. C'est vraiment Jean-Pierre Giraud, le commissaire général que je connais bien. Mes infos. Amusez-vous bien comme d'habitude. Salut, au revoir.
Tirez-le, mettez-le par terre, s'il vous plaît. Ça. Non, je Non, non, D'accord, partage. ok, ça marche. Allez, c'est à nous, il faut y aller. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour 90 minutes d'information avec beaucoup d'invités aujourd'hui. Je vous rappelle que notre équipe se compose dorénavant de Philippe à la technique et de Paco qui m'aide, qui est stagiaire et qui fait les infos avec moi tout 2 fois par semaine. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Le 1er novembre, vous nous aviez annoncé la dernière fois quand vous étiez venu au mois de septembre que le 1er novembre, eh bien, il y a un changement au niveau des parkings de la ville, dans la ville d'Enghien-les-Bains. Il y a une gratuité en centre-ville, on va sans doute en reparler un petit peu. On avait parlé aussi la dernière fois d'une résidence senior qui s'ouvre également en novembre. Et donc là, c'était très intéressant. À vos côtés aujourd'hui, eh bien, Yves Cara, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes porte-parole de l'Automobile Club Association. Oui. Avec vous, on va parler automobile. Et avec d'ailleurs l'Automobile Club Association, on peut récupérer ses points, s'assurer, faire de la prévention et même faire des voyages. Oui, et revenir en taxi gratuitement quand on a trop bu chez des amis. Parce qu'on ne vous laisse pas prendre le volant dans ces conditions. On va en reparler. À vos côtés, Vincent Ruprich-Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional adjoint de la Direct, responsable du Val d'Oise. La Direct, je rappelle, c'est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça, c'est la réforme en 2010. D'ailleurs, vous allez peut-être nous en parler un petit peu de cette réforme. Bon, je sais que toute la fonction publique est encore en train de se transformer. D'ailleurs, ça s'appelle CAP 2022. On en reparlera avec vous tout à l'heure. Voilà, on bouge. On bouge. Et puis, à vos côtés, Cyril Baraban, président directeur général d'Initiactive, l'association qui aide... Bonjour Cyril, l'association qui aide les entreprises, les startups, mais pas que les startups. On reparlera avec vous de votre actualité et notamment le partenariat avec BPI France. Allez, tout de suite, comme tous les matins, c'est les infos que nos invités vont commenter. Je vous signale que vous avez le bonjour de Sacha qui vous fait coucou, un auditeur fidèle. Et je le vois parce qu'il vient d'envoyer un petit message sur Facebook. Vous êtes retransmis via Facebook, en FM bien sûr, et aussi en web radio sur idfm98.fr. Alors, première info que nous avons retenue avec Paco aujourd'hui, c'est dans toute la France ce week-end, c'était le vote pour la présidence des Républicains par département. Donc la fédération, en tout cas en Val d'Oise, eh bien, a élu Sébastien Meurant. Il y avait donc 2 candidats, Sébastien Meurant ou Jacqueline Eustache. C'est Sébastien Meurant qui l'a emporté avec 57%. Il se hisse donc à la tête de la fédération locale des Républicains en Val d'Oise. Je rappelle que les délégués de Circo élus sont dans la première Guy-Noël Hortion, dans la deuxième Morgane Touboul, dans la troisième Karine Torossian, dans la quatrième Roland Chanudet, dans la cinquième Gilles Savry, dans la sixième c'est Marc Antao, dans la septième c'est Stéphane Pégard, dans la huitième Mohamed Ayari, dans la neuvième Anthony Arciro. Alors Philippe Sueur, peut-être un commentaire ? Oui, volontiers, d'abord parce que ces élections étaient attendues. Pour le Val d'Oise en particulier, puisque nous n'avions plus de président de fédération depuis plus d'1 an. Nous avons fonctionné en quelque sorte au haut-le-pied. Et nous avons maintenant un président. Il est jeune, comme d'ailleurs les délégués de circonscription qui viennent d'être nommés. Il y a certainement un effet de jeunisme, un peu macroniste sans doute à l'intérieur de LR. Je souhaite évidemment à Sébastien Meurant toute la réussite dans cette fédération, mais il conviendrait d'éviter le clivage entre plusieurs générations. En quelque sorte, nous observons aussi une droitisation, parce que la position de Sébastien est certainement plus à droite, plus vauquirienne que celle de Jacqueline Eustache, dont on connaît l'efficacité, le remarquable travail qui a été réalisé sur San Gratien. Tous deux sont sénateurs, bien entendu, mais ce mouvement aussi se remarque par des élections dans la même eau, en quelque sorte, les mêmes tendances dans des départements, que ce soit les Alpes-Maritimes, dont on parle un petit peu plus à cause
du rapport Estrosi-Ciotti, mais c'est ce que j'observe aussi sur l'Oise, l'Aisne, la Somme, dont nous avons eu les résultats hier, puisque les élections se terminaient soit samedi soir, soit évidemment dimanche soir s'il y avait un deuxième tour. Merci Philippe Sueur pour ce commentaire. Je voudrais juste ajouter que dans les Alpes-Maritimes, eh bien, il y a effectivement une petite rivalité, même une grosse rivalité entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, puisque ce week-end, donc, ils ont annoncé qu'ils auraient, soi-disant, la participation la plus élevée, à plus de 70% sur Nice. Mais les proches de Christian Estrosi dénoncent des irrégularités dans ce scrutin. Allez, seconde info du jour, c'est les prélèvements obligatoires qui ont, à l'heure où les feuilles d'impôt sont arrivées, la taxe d'habitation et la taxe foncière étaient à payer avant aujourd'hui. C'est votre dernier jour si vous devez encore payer par chèque. Il faut envoyer et poster votre courrier aujourd'hui. Je voudrais donc vous annoncer que les prélèvements obligatoires ont dépassé pour la première fois la barre des 1000 milliards en 2017, selon le rapport parlementaire sur le projet du budget 2019 publié par Joël Giraud, LREM. L'ensemble des impôts et cotisations recouvrés par les administrations publiques vont atteindre cette année 2018 dépasser même le 1000 milliards, vont atteindre 1038 milliards d'euros. Donc c'est 43 milliards de plus que le chiffre atteint en 2016, 59 milliards de plus qu'en 2015. Bref, on espère que ce taux va retomber à 45% du PIB en 2018 et à 44% du PIB en 2019, en tout cas c'est ce qui est prévu, mais on voit que la quantité d'impôts et de cotisations recouvrées par l'État ne fait que augmenter, alors qu'on s'attend et on n'arrive pas à avoir une réponse sur la réduction des dépenses publiques. Philippe Sueur, c'est à vous que je vais poser cette question. Oui, je pense qu'il y a une petite correction à faire immédiatement. Tout dépend de ce qu'on appelle par l'État. Si l'État, c'est l'ensemble des collectivités et de la chose publique, y compris les services de protection sociale, oui, c'est l'État. Si l'État, c'est essentiellement l'organisation centrale dont le gouvernement est la tête, il faut faire des corrections. Parce que c'est vrai, nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus important prélèvement obligatoire, les plus importants prélèvements obligatoires. Nous avons rattrapé le Danemark, je crois même qu'on l'aurait dépassé très légèrement, puisque le Danemark était arrivé à 50% de son PIB. Nous sommes encore en dessous, mais effectivement dans la proportion, il y a une similitude. Il faut aussi rappeler que cela joue sur la compétition. Parce que l'Angleterre est à 40% de son PIB, l'Irlande à 23%. Bon, ce sont des chiffres qui parlent tout seuls. Mais alors, dans ces prélèvements, l'État, en réalité, est pas minoritaire. Ce sont les collectivités territoriales qui prélèvent approximativement 7%. Ensuite, c'est l'État qui prélève entre 15,5% et 16%. Et enfin, c'est tout le système social. Voilà, le système social vaut pour pratiquement 25% de ces 47% que vous venez d'annoncer. C'est important. Alors, on bouge très légèrement parce qu'il suffit que le PIB augmente pour que le ratio, effectivement, baisse légèrement. Nous avons eu des résultats de PIB qui sont plutôt encourageants. Donc, on peut s'attendre à un gouvernement qui nous dira que les prélèvements sociaux reculent, alors qu'en absolu, ils ne reculent pas. Yves Carin, vous voulez réagir? Oui, dans mon domaine qui est la mobilité et l'automobile au centre, c'est un petit peu notre slogan, notre baseline. Il faut parler des taxes sur le carburant, qui participent grandement à ce chiffre, qui pénalisent tout le monde et surtout ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures peut-être qui consomment moins ou qui ont l'obligation de faire 20 ou 30 km. Et je pense que dans le Val d'Oise, ça va très très vite pour aller trouver un travail. Donc voilà, malheureusement, ces taxes pénalisent tout le monde et concourent à ces 1000 milliards. Alors, pour finir sur ces taxes, pourquoi est-ce que les recettes fiscales augmentent? C'est déjà tout simplement l'évolution spontanée de l'augmentation des recettes, dit Joël Giraud dans son rapport. Elle devrait ainsi avoisiner 29,8 milliards d'euros en 2018, tandis que les baisses liées aux réformes atteindraient 10,4 milliards d'euros. En 2019, ces chiffres seront respectivement de
presque 32 milliards pour l'évolution spontanée des recettes. Quant à la baisse des recettes suite aux réformes fiscales, elle devrait atteindre 19,3 milliards d'euros. Oui, je crois que c'est important de souligner cette augmentation automatique des recettes. Parce que si je prends seulement les impôts locaux, les impôts locaux correspondent aux taxes foncières, aux taxes d'habitation, à un pourcentage sur une valeur locative. Or, on peut parfaitement bloquer le taux de prélèvement, et beaucoup de communes de France l'ont fait ces dernières années. Et en revanche, les valeurs locatives, qui donc correspondent en quelque sorte à un impôt, un revenu théorique, bougent en fonction du relèvement que l'État fait opérer chaque année par la loi de finances, qui est peut-être de 1,2, de 1, de 1,7, en fonction de l'inflation. Dans un pays qui augmente ses richesses, et le PNB est là pour le démontrer, eh bien effectivement, il y a des automatisations. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a un site qui s'appelle Balance ton maire, qui dénonce la ville d'Enghien-les-Bains pour avoir augmenté ses impôts et sa taxe d'habitation. On est désolé, le taux des impôts d'Enghien-les-Bains n'a pas bougé, c'est bien le taux depuis 1997. Alors les valeurs locatives bougent très légèrement, c'est vrai. Oui, enfin, ce qui surtout provoque la colère de certains Français, c'est que 13 000 communes ont augmenté leurs impôts locaux. Donc vous dites qu'Enghien n'en fait pas partie, mais 13 000 communes en France ont augmenté parce qu'elles ont peur que la compensation faite soi-disant par l'État, ce qu'on appelle la dotation, ne soit pas finalement réalisée. Et donc elles ont augmenté par anticipation de la future suppression de la taxe d'habitation. Il y a deux choses. Il y a la souffrance des communes de France depuis maintenant 4 ans pour participer à l'effort national, c'est vrai, mais les dotations globales de fonctionnement ont beaucoup baissé. Bon, je ne parle pas de celle d'Enghien-les-Bains puisque c'est zéro aujourd'hui, nous n'avons plus de DGF, mais d'autres communes ont effectivement, à hauteur de 6%, de 8%, de 4%, augmenté leur taxe d'habitation en prévision des années à venir, et peut-être n'ont-elles pas tort, parce que s'il s'agit de dégrèvement, autant... parce que ce n'est pas décidé comment l'État va compenser cette amputation. Il y aura là certainement peut-être une mesure d'anticipation, mais c'est triste à dire, mais on a l'obligation, la contrainte, voilà le mot que je cherchais, d'agir ainsi, puisque nos collectivités françaises n'ont pas les moyens de rester à budget zéro augmentation. Merci Philippe Sueur pour ce commentaire. Alors on va changer de sujet, parce que sinon on peut rester longtemps sur le sujet des impôts. Je vous propose de réfléchir à l'école maternelle obligatoire à 3 ans. Un enfant qui joue apprend mieux. Demain, Jean-Michel Blanquer va revenir sur cette nouvelle obligation à partir de septembre 2019. Mais un des professeurs de médecine de l'hôpital Necker insiste sur le fait qu'il faut bien séparer pour les accueillants maternels l'apprentissage de l'acquisition, dit-il, car sinon les enfants en grande difficulté le seront encore plus. Et d'ailleurs les études le prouvent quand ils arriveront à l'âge du CP, parce qu'ils n'arriveront pas à intégrer les connaissances. Et voilà pourquoi la France se retrouve dernière dans le classement européen. Qui souhaite réagir? Yves Cara. Oui, alors au niveau de l'apprentissage, pour parler de la conduite, puis après j'irai un petit peu sur un autre domaine, on peut maintenant apprendre à conduire à partir de 15 ans. Donc, et en Amérique, à partir de 16 ans, on peut conduire. Donc effectivement, dans l'apprentissage et dans la responsabilité que l'on donne aux enfants, c'est bien que ce soit de plus en plus jeune. Mais ce que je trouverais intéressant, parce que c'est un domaine aussi qui m'intéresse, c'est qu'on explore mieux les neurosciences. Ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec le gouvernement, ils en parlent beaucoup, rien que le mot a été prononcé, ce qui est énorme. Appuyons-nous sur les recherches, les neurosciences, pour effectivement dissocier l'apprentissage de l'éducation, et puis rendre cet apprentissage ludique. Quand on s'amuse, on retient et on s'approprie le savoir. Et ça, c'est important pour nos enfants. Merci Yves Cara. Qui veut réagir? Effectivement, les neurosciences, c'est très important. C'est ce que disait ce professeur de médecine, parce qu'il dit que dans les familles où justement les enfants sont délaissés, ils n'ont pas les premières acquisitions. Ils ne se sentent pas en sécurité. Et si un enfant ne se sent pas en sécurité, il n'est pas capable de faire les premiers apprentissages du CP, justement. Voilà pourquoi il faut laisser à la maternelle le fait, non pas de vouloir leur inculquer déjà d'apprendre la lecture, mais le fait de jouer et d'être un enfant, quoi. Vincent Riprich-Robert. Oui, juste, moi j'ai encore 2 enfants qui sont jeunes, qui ont 9 ans, donc ça me parle beaucoup. Je pense que l'important, c'est aussi la confiance.
que l'enfant soit en confiance. Et ça, c'est la base aussi des choses, de l'éducation aussi. Après, effectivement, c'est important aussi que l'ensemble des milieux sociaux puissent avoir un enseignement, alors pas forcément obligatoire, mais à partir de 3 ans, en maternelle, on peut développer des choses à la fois ludiques, à la fois l'apprentissage, mais les deux. Et je vois effectivement la part du jeu est essentielle. Elle est essentielle. Mes enfants jouent beaucoup ensemble. C'est deux jumelles, c'est vrai que c'est plus facile, mais je crois que c'est là où elles retrouvent effectivement le bien-être et l'épanouissement. C'est un début en tout cas voilà. Merci Vincent Ruprecht. Robert, Philippe Sueur. Oui, je crois beaucoup aussi, je rejoins totalement vos propos. Rendre obligatoire évitera dans certains secteurs la prolifération d'écoles maternelles communautaires. C'est donc non seulement une intégration sociétale, mais je pense que c'est une intégration nationale également. Mais juste également, pardonnez-moi d'être un peu bavard, mais l'État décide unilatéralement de rendre obligatoire l'école maternelle sans que les collectivités soient consultées. Or, la charge des écoles maternelles, hormis l'enseignant ou l'enseignante qui est éducation nationale, c'est à la charge des communes. Ça veut dire créer des classes supplémentaires, ça veut dire qu'il faut une ATSEM, c'est une assistante donc maternelle pour l'institutrice. Ce sont des coûts qui n'ont pas été encore projetés. Merci Philippe Sueur. Autre info du jour, c'est les élections en Bavière. On a vu hier le résultat. La CSU, parti conservateur allié d'Angela Merkel, qui domine cette région depuis les années 50, arrive certes en tête avec 35,5%, mais ce score a tout d'une débâcle politique selon les sondages réalisés à la sortie du bureau de vote par les chaînes publiques ARD et ZDF. Le CSU perd en effet 12 points par rapport à 2013, sa majorité absolue, et va être obligée, donc Angela Merkel va être obligée de chercher une alliance inconfortable avec une ou plusieurs autres formations. Les Verts et l'extrême droite sont donc les grands vainqueurs du scrutin. Autre mauvaise nouvelle pour Angela Merkel, c'est l'autre membre de sa coalition gouvernementale, les sociaux-démocrates du SPD, subissent une gifle avec seulement 9 à 10% des voix. Voilà, donc ça met Angela Merkel en difficulté. Alors, je pense que on est tous concernés par l'Europe. Vincent Ruprecht-Robert. Alors, pour la Bavière, je n'en parlerai pas parce que c'est une question politique. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'ouverture à l'Europe est extrêmement importante pour nos jeunes notamment. Donc on a le programme Erasmus+, que l'on développe pour que les jeunes puissent effectivement avoir une langue étrangère apprise et connue, parce que c'est essentiel pour leur employabilité ensuite. Donc on développe un certain nombre d'actions sur le Val d'Oise là-dessus. Je ne vais pas toutes les développer, mais il y a à la fois le JPemploi-Roissy, on le fait, avec effectivement le MEVO, MEDEF, on le fait également. Vendredi, on a eu des rencontres citoyennes à Argenteuil, où on avait l'université du Maine qui était là, l'agence économique d'Argenteuil, on avait la FIDA, le MEDEF, la Direct était là, on a co-animé effectivement les ateliers pour dire toutes les possibilités pour les jeunes de pouvoir partir à l'étranger. Alors il y a Erasmus+, il y a aussi Service civique international, il y a plein de choses qui existent, et c'est essentiel de sortir de son quartier, de sortir de son immeuble. Il faut sortir. Alors comment on fait pour... est-ce qu'on peut vous contacter directement si on est jeune et qu'on veut... Parce que jeune, c'est jusqu'à 30 ans pour l'Europe. Donc il y a quand même matière à bouger. Et d'ailleurs, l'Europe dit que la France n'envoie pas suffisamment de jeunes à travers l'Europe pour profiter de tout ce dont vous venez de parler, Vincent Ruprecht-Robert. Alors, on a un nom chez nous qui s'appelle Hakim Kamouche, H-A-K-I-M, plus loin Kamouche, K-A-M-O-U-C-H-E, @direct.gouv.fr, direct avec le C. Donc on peut le contacter. Et lui pourra orienter effectivement sur les différentes possibilités. Voilà. Parce qu'il y a 3 possibilités. Vous l'avez rappelé, Erasmus, et vous avez rappelé le service civique, et puis il y a le corps de solidarité qui vient de sortir. Ça, j'en ai parlé il y a 15 jours, parce que les vendredis, nous avons un spécial Europe. Et là aussi, donc, on peut faire un stage de plusieurs mois
en partant à l'étranger à partir du moment où on est accompagné, comme je l'ai dit. Donc il faut vous contacter absolument. Yves Carin, peut-être on pourrait rappeler les bienfaits de l'automobile, de l'Europe, de la mobilité jeunes... ou de l'Europe à l'automobile. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais la mobilité, ça va bien plus loin que la simple défense de l'automobile. Nous, on va dans le sens de l'histoire. On a 1 300 000 adhérents, donc, et en progression constante. Donc la mobilité, elle doit d'abord être intellectuelle, et d'une. Pas hésiter effectivement à se remettre en question et à se mettre en danger, un petit peu en tout cas en sortant de sa zone de confort. Il faut le permis aussi pour la mobilité, on a discuté justement dans la préparation de cette émission. Et effectivement, il faut une mobilité qui doit permettre de s'ouvrir à tous les autres. Et en ce qui concerne l'Europe, justement, elle a décidé il y a quelques jours d'uniformiser l'appellation des carburants. Alors, il ne faut pas avoir peur parce que l'ancienne reste en place et la nouvelle est aussi installée. Donc E5 pour les carburants 95 et E98, E10 pour le SP95 E10, c'est-à-dire avec, il faut le dire, il y en a peu qui le savent, avec 10% de superéthanol, qui est de l'alcool agricole. E85 pour le superéthanol 85. Alors, je vais prendre quelques secondes pour en parler. Parce 95 peut-être 85, E85. C'est le superéthanol. C'est 85% d'alcool agricole et 15% de carburant simplement pétrolier. Ça diminue de 70% le CO2 et de 90% les particules fines. Ça ne concerne que les voitures à essence après 2010 et pas les voitures diesel malheureusement. Mais vraiment, c'est une vraie solution pour diminuer immédiatement la pollution et en plus c'est de la production qui est française parce que c'est avec de la betterave et du maïs. Et puis vous avez B7 pour tout ce qui est diesel. Voilà, donc c'est les nouvelles appellations. Il ne faut pas s'affoler, les anciennes sont en place, mais il faut juste le savoir. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué ces nouvelles appellations. Pour s'habituer, il ne faudra pas se tromper d'essence. Mais c'est européen, voilà. C'est européen. Une directive européenne. Ça a l'avantage que quand on voyage, au moins dans toutes les langues, une lettre et puis un chiffre, ça c'est l'avantage. Tout le monde peut le comprendre. Voilà, exactement. Alors, dernière info, cette fois internationale, avant que je passe la parole à Paco, c'est j'ai choisi l'info sur l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'affaire du journaliste disparu Jamal Khashoggi affaiblit le prince Mohammed Ben Salman. Alors, bien sûr, c'est pas le fait est dramatique, mais c'est surtout les conséquences économiques. Donc, je vous rappelle que ce journaliste, Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, allait au consulat chercher des papiers pour se marier. Eh bien, il n'est jamais ressorti du consulat. On dit même qu'il a été tué et démembré par 15 de personnes d'Arabie Saoudite et qui sont ressortis après avec des paquets. C'est quand même atroce. Eh bien, tous les regards donc sont tournés vers le président, je ne sais pas comment on dit, vers Mohammed Ben Salah, le prince donc héritier d'Arabie Saoudite. Alors du coup, ça y est, les menaces sont tombées. Économiquement, Donald Trump a menacé Riyad, mais il a exclu quand même un gel des ventes d'armes américaines en guise de sanctions. En tout cas, l'Arabie Saoudite prépare le 23 et jusqu'au 25 octobre leur conférence, c'est ce qu'on appelle le Davos du désert, ça s'appelle la Future Investments Initiative. Eh bien déjà, des grands médias vont le bouder, le Financial Times, le New York Times, l'Économiste, mais aussi le patron d'Uber, et aussi Richard Branson, le milliardaire britannique fondateur du groupe Virgin, qui annonce le gel de tous ses projets avec l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite finance énormément au niveau de la Silicon Valley. Et donc, alors du côté français, pas de défection. Mais c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, la France et puis la Grande-Bretagne qui annoncent attendre des explications claires. Voilà. Alors ensuite, était également annoncée la venue de la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Ça, on ne sait pas si elle continuera à y aller, si elle prévoit d'y aller ou si elle va annuler. En tout cas, il était attendu aussi le patron de la grande banque américaine, JP Morgan. Voilà. Donc, c'était tout pour les infos internationales. Je passe la parole à Paco. Bonjour à tous. Première info, Paco. Bonjour à tous. Les voitures Renault équipées de Google, cela ne plaît pas à tout le monde et notamment au PDG de Quant. En effet, Eric Léandri, PDG du moteur de recherche Quant, s'inquiète de voir Google équiper les véhicules Renault à l'aube de la voiture autonome. Eric Léandri s'exprime, Google est maître dans l'art de dévorer tout ce qu'il touche. Ce dernier est déçu du nouveau partenariat entre Renault et Google. Le constructeur français a annoncé que l'ensemble de ses voitures voisines, ainsi que celles de ses alliés Nissan et Mitsubishi, seront bientôt équipées en standard de l'écosystème d'application Google. À l'aube de la voiture autonome, le PDG de Quant, Eric Léandri,
estime ainsi que ces systèmes embarqués permettront à Google de collecter un maximum d'informations personnelles sur les trajets que font les passagers et d'avoir une position privilégiée pour orienter les décisions des consommateurs et préparer l'automobile de demain. La marge des constructeurs automobiles pourrait ainsi diminuer au profit de celle des services associés. Alors Yves Carra, qu'est-ce que vous en pensez? La voiture autonome, le fantasme. Il faut savoir qu'il y a 5 niveaux de voiture autonome, de 0 à 5. Aujourd'hui, au-delà de 2, c'est pas autorisé. Le 5, il n'y a même plus de volant, on rentre dans la voiture, on donne sa destination, même vocalement, et on y va. Oui, effectivement, cette alliance... Alors, il faut savoir aussi que la collecte de data par la voiture, c'est colossal. Mais on n'imagine même pas tout ce qu'on peut avoir comme data. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, et nous, on l'étudie. On va justement, en tant qu'Automobile Club, se proposer d'être le garant que ces données soient utilisées à bon escient, et surtout qu'on puisse en avoir la propriété, et qu'on puisse le fournir à qui on veut. Donc on est en train de travailler là-dessus. Oui, effectivement, il faut se méfier de ces grandes alliances qui nous font perdre une certaine autonomie. La France, c'est le pays de l'automobile, hein, donc il ne faut jamais l'oublier. Et la grande plus-value, si vous voulez, des constructeurs, qu'ils soient allemands ou français, c'est le moteur. La construction du moteur, la maîtrise de la pollution. Un moteur électrique, c'est très simple à faire. Des batteries, on ne sait pas faire. C'est essentiellement chinois. Donc on est en train de perdre ce savoir, et avec tous les emplois qui vont avec. Donc oui, cette alliance avec Google est dangereuse. Alors bien sûr, ils vont dire non, vous inquiétez pas, on va faire ça. Mais effectivement, l'histoire nous apprend que Google absorbe tout, parce qu'il c'est une sorte de trou noir qui absorbe toutes les énergies des autres entreprises. Donc c'est un visionnaire, Carlos Ghosn, mais attention, effectivement, Carlos Tavares, qui est aussi un grand patron, est beaucoup plus méfiant vis-à-vis des voitures électriques et des voitures autonomes. Moi, j'irais plutôt dans cette direction. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant qu'une étude a montré, j'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai le mois prochain, c'est quant au dépôt de brevets des Français par rapport aux autres pays, on est très mauvais. Et justement, Google dépose des brevets dans tous les domaines. Donc, s'ils s'approprient notre savoir-faire, effectivement, pour la France, c'est grave. Oui, mais alors attention, si je peux me permettre, les brevets, on en dépose peut-être moins, mais ils sont souvent trouvés par les Français, mais ils vont à l'étranger pour les déposer avec des autres entreprises qui, elles, n'ont pas peur d'investir. Voilà, souvent ça. souvent. On a les cerveaux. Hein. C'est souvent ça. Seconde info du jour, Paco. Philippe Sueur, une réaction. Juste pour demander à M. Carra si Waze appartient bien à Google. Alors, Waze appartient... Alors, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire exactement si en tout ou partie ils appartiennent à Google, mais je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Parce que c'est ce que j'avais compris. Hein, c'est que c'était une invention de 2 ingénieurs israéliens, oui, tout à fait, oui. Et qui avaient vendu donc, le brevet à Google. Et là encore, c'est une démonstration que nos déplacements, les données sont constamment enregistrées, et ça pose la vraie question de la souveraineté des datas, comme d'ailleurs de la souveraineté des data centers. On a là un champ immense de réflexion politique, éthique. C'est l'or noir du 21e siècle, la data. Hein. Voilà, c'est ça, c'est l'or noir du 21e siècle. D'ailleurs, on parle souvent en ce moment de big data, parce que les données sont colossales, et le problème, c'est de voir les données françaises s'évader. On a la CNIL qui veille, il y en a dans chaque pays, la CNIL française est vraiment très active, on est beaucoup en contact avec eux. Mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Il y aura des fuites, hein. Évidemment, on est surveillé, on peut tout savoir sur nous, et la voiture ne va pas arranger les choses. Alors Yves Carra, justement, vous parliez de batterie. Alors Paco, comment fabriquer une batterie pour une voiture électrique? En effet, la question peut se poser car la batterie est au centre du développement des véhicules électriques. Les substances comme le lithium ou encore le chlorure sont des éléments importants dans la fabrication des batteries. De façon générale, la production se passe en 3 étapes bien distinctes. D'abord, les métaux utilisés pour former l'anode et la cathode de la batterie sont raffinés et broyés en poudre. Ensuite, ils sont mélangés à un solvant. Pour finir, le tout est placé dans un boîtier où l'on ajoute l'électrolyte avant de le sceller hermétiquement. La fabrication de batteries électriques est un secteur en plein développement en ce moment. On y emploie des technologies de pointe. Les principaux pays producteurs de batteries électriques sont les USA, le Japon, la Chine ou encore la Corée. Ce secteur d'activité devrait encore progresser dans les prochaines années. Merci Paco. Alors deuxième info, quelle seconde vie pour nos batteries justement? Si les véhicules électriques sont propres, les matériaux qui composent les batteries des véhicules électriques le sont moins. Une batterie demande plus de 30 matières premières en provenance d'énergie fossile. Le recyclage est un gros problème car une batterie est très polluante pour la planète. On dit même qu'une batterie est plus polluante qu'un diesel. Donc, que faire des anciennes batteries de voitures électriques? On espère qu'elles seront utilisées pour d'autres choses. L'objectif est que la batterie puisse servir encore 5 à 10 ans. Par exemple, en 2017, aux Pays-Bas, 90 000 batteries ont été recyclées. Merci Paco pour les infos du jour. Dernière info, c'est l'info sport. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous.
Je sais pas trop comment vous le dire, mais j'ai bien vu que ce matin, en entrant dans le studio, ça n'allait pas très fort chez vous, Florence. Bah non, ça va pas. Maintenant, je peux comprendre, c'est pas forcément facile à vivre quand on apprend ça le samedi en début d'après-midi. C'est le genre de truc qui a dû vous bousiller votre week-end. Et oui, votre idole, votre chouchou, Roger Federer, il a été battu en demi-finale du tournoi de Shanghai, un des gros tournois de cette fin de saison, en 2-7 par le Serbe Koric. Ce n'est pas la victoire en finale de Djokovic contre ce même Koric qui a dû vous consoler. Mais ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Demain, c'est justement le jour où l'équipe de France de football qui est installée à Enghien affrontera l'Allemagne lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Et bien sûr, Kylian Mbappé, l'homme qui renverse tout sur son passage, qui fait la une de l'édition internationale du Times, il sera là pour assurer le spectacle, mais surtout pour donner la victoire aux Bleus. Les victoires des clubs de rugby français engagés en Coupe d'Europe auraient bien aimé en compter un petit peu plus. Sur les 6 équipes engagées, Toulon, Lyon et Castres ont été battus. Heureusement, Toulouse, Montpellier et le Racing sont parvenus à relever le niveau en remportant des succès précieux pour la suite de la compétition, même si ce n'était que la première journée de cette édition 2018-2019 de la Coupe d'Europe. En revanche, la Coupe d'Europe, elle sourit plutôt bien au Paris-SG Handball, qui a reçu 5 sur 5 avec 5 succès en autant de rencontres, dont le dernier hier pour les Parisiens, qui se sont imposés au Danemark contre l'équipe de Skjern 26-24. La vie est belle pour le PSG Handball donc. Dans ce week-end un peu tristounet malgré un beau soleil, il y a quand même 2 bonnes nouvelles. D'abord en cyclisme. Le Français Thibaut Pinot a remporté samedi une des plus belles victoires de sa carrière en s'imposant dans le Tour de Lombardie, une des dernières grandes classiques de la saison. Il y a 5 mois, il abandonnait dans le Tour d'Italie, épuisé. Le revoilà en pleine forme pour finir fort en cette fin de saison. L'autre bonne nouvelle, c'est le retour d'un champion du monde dans le football français. En effet, Thierry Henry est devenu le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. Il succède ainsi à Leonardo Jardim, contraint de partir, alors que Monaco accumule les défaites et occupe une inquiétante 18e place. Thierry Henry, qui a été un énorme joueur avec un titre de champion du monde en 1998, retrouve donc pour sa première expérience d'entraîneur son club formateur. Il va être suivi de près pour ses premiers pas dans son nouveau métier. Oui, ce sont 2 bonnes et belles histoires pour le sport français. Comme quoi, il y a quand même des bonnes nouvelles, même si c'est vrai, je le sais Florence, cela ne vous consolera pas de la défaite de votre Roger. Allez, souriez, ce n'est pas si grave. Au revoir et à très bientôt. Oui, non, je vais m'en remettre. Merci beaucoup, J'espère Bruno. Bonne journée Merci. et à bientôt. Allez, tout de suite, on fait une pause musicale avec notre premier titre et je vous propose Nina Simone. Bonjour. Voilà, première pause musicale. Donc ensuite, Philippe, c'est toi qui prends la parole. Donc sur quel sujet veux-tu encore intervenir? Je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé. Bon, alors je passe la parole à... Et tu réagiras? Oui, je réagirai. Ouais, d'accord. Non, je veux pas être en monopole de parole. Bonnes vacances, Bruno? On se voit jeudi. Non, je suis pas là, moi. Ah, Non, j'ai plus d'émission, moi, avant le 5 novembre. jeudi, il n'y a pas d'émission? Non, c'est ce que je t'ai dit, tu sais? Je vais t'envoyer un petit mail. Ouais, ça va. Non, bouge pas, non, bouge pas, c'est bon. Donc du coup, Allez, bonne émission. Au revoir, merci. Ouais, il faudra aller voir... faut aller voir. Là, il faudra aller voir, là, après moi, Ouais, faut aller voir. je lui ai dit que je viendrai à 7 ans. Oui, avec lui, il faut venir tôt. Mais c'est surtout aujourd'hui, il faut rester avec lui. Voilà, donc je vous passe la parole sur la directe. En plus, ça va bien tous les deux, l'un, hein, on va s'enchaîner tous les deux. Oui, j'interviens plutôt sur le réseau RH public-privé, que ça permet effectivement de faire une bonne transition. Oui, c'est plus ça. De toute façon, non, mais Cyril Barabon, il est déjà venu, il connaît le principe de l'émission. Donc si vous voulez réagir, Voilà. quand il va, pour parler de... Quand il va, parce qu'il a beaucoup de manifestations à annoncer. On fait beaucoup de choses avec la directe. Hein, Ah bon? Donc bah, c'est allez-y bien. Voilà. Alors Philippe, nous, c'est au bout de 2 minutes, il faut me dire, avant les 2 minutes, il faut me dire... Ça fait bientôt, c'était 3h34, on arrive à 1h53. Et dans 20 secondes, ça fait 2 minutes. D'accord, bah, on reprend dans 20 secondes. Ouais, c'est bon.
Sur IDFM, c'était la belle voix de Nina Simone. Vous êtes toujours au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, de Vincent Ruprecht-Robert, directeur de la Direct du Val d'Oise, d'Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, et de Cyril Baraban, directeur général d'Initiactive. Alors, Vincent Ruprecht-Robert, c'est la première fois que vous venez à notre micro. Oui. On connaît mal la Direct. On en a entendu parler parce qu'il y a eu une grosse réforme en 2010 où plusieurs services comme le travail, l'emploi ont été réunis avec la consommation, l'hygiène. Alors, dites-nous un petit peu les missions de cette énorme, on va dire, administration qu'est la Direct. Voilà. Donc en fait, en 2010, il y a eu effectivement un regroupement de 10 directions au niveau régional. Donc, partout en France, c'était la même chose. Donc l'ex-DRIR, tout ce qui était industrie, tout ce qui était la concurrence, la consommation, l'artisanat, le commerce extérieur, la direction du travail et de l'emploi. Donc tout ça, ça s'est réuni effectivement dans une grande direction régionale. Au niveau départemental, donc, effectivement, on assume effectivement le rôle de cette Direct au niveau départemental. On a l'inspection du travail qu'on connaît effectivement d'un côté, mais après effectivement ici, moi j'ai plutôt envie de parler de tout ce qui concerne notre intervention dans le domaine économique, dans le domaine de l'insertion professionnelle, dans le partenariat qu'on peut avoir public-privé avec l'ensemble des partenaires du Val d'Oise. Oui, parce que vous faites beaucoup de manifestations en plus et on le sait mal. Alors, vous parliez des partenariats, vous avez des investissements possibles pour aider les entreprises? Alors, il y a des investissements parce qu'effectivement, on a des délégués il y a des budgets. Qui interviennent au niveau des TPE, PME, on travaille des petites entreprises, des moyennes entreprises, à la fois sur des questions liées à l'investissement, sur des questions liées au développement, à l'innovation. Donc effectivement, ils interviennent dans le Val d'Oise pour effectivement favoriser ces TPE, PME, pour leur donner un certain nombre d'informations et d'aide au développement. Voilà, ça c'est extrêmement important. Après, ce que je voulais souligner surtout aussi, c'est ce partenariat qu'on a ici dans le Val d'Oise. On a à la fois Grande Couronne et Île-de-France, à la fois province aussi. On a un partenariat avec l'ensemble des mondes économiques, chambre consulaire bien sûr, le MEDEF, la CPME bien entendu, tout un réseau au niveau des agglomérations, des missions économiques des agglomérations, et je trouve que c'est extrêmement important. On travaille aussi beaucoup avec Initiative 95. Qui est à vos côtés aujourd'hui, par la présence de Cyril Baraban. Voilà. Et grâce à ce réseau qu'on a constitué, ça permet effectivement pour un chef d'entreprise de pouvoir accéder à une sorte de guichet unique. Mais guichet unique parce qu'effectivement chaque personne qui fait partie de ce réseau sait où envoyer la personne. Voilà. Et ça permet effectivement, alors c'est pas réuni physiquement parce qu'on ne peut pas réunir 45 structures différentes, mais ça permet effectivement d'aller effectivement à la source et pouvoir informer l'employeur des bonnes initiatives ou des bonnes pistes qu'il peut pouvoir effectivement prononcer. Alors, je fais un exemple ici. On a développé le 7 juin 2018 une première d'ailleurs dans France. Dans le Val d'Oise, ça s'appelle Ouvre-moi ta boîte. Oui, d'ailleurs c'était hashtag 95 ouvre-moi ta boîte. Voilà. Donc permettre, en fait c'est le patrimoine économique d'entreprise, d'aller dans l'entreprise comme on le fait sur le patrimoine culturel, et de pouvoir effectivement, demandeurs d'emploi, salariés, opérateurs, de pouvoir visiter une entreprise, savoir tout ce qui se faisait dedans et voir quels sont les différents emplois qui étaient possibles dans une entreprise. Le 7 juin 2019, nous faisons la deuxième édition et je crois que madame, vous êtes la marraine. Oui, absolument. J'ai accepté d'être la marraine de cette opération 95 Ouvre-moi ta boîte parce que je trouve que c'est une très bonne opportunité pour un jeune comme pour un moins jeune d'aller se faire expliquer. Moi, personnellement, j'ai visité une entreprise de chimie. Je me suis fait expliquer comment on fabriquait des produits, que ce soit du liquide vaisselle tout simplement qu'on utilise tous les jours ou bien un produit autre. Et donc, le patron était là. Il m'a fait visiter son entreprise et avec la directrice de la recherche, j'ai pu voir toutes les étapes de fabrication. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et j'ai été accompagnée de jeunes, parce que je n'étais pas toute seule, et les jeunes ont pu entendre les postes qu'il y avait à pourvoir. Donc ça, je trouve que c'est une très belle initiative. Ça fait partie, comme vous avez dit très justement, du patrimoine de la France, d'avoir autant d'entreprises. Donc je pense qu'il est bien qu'elles s'ouvrent. Il n'y a pas que les savoir-faire artisanaux qui doivent s'ouvrir, comme c'était le week-end dernier.
D'ailleurs, c'est l'opération EPV. Hein, voilà, j'en ai parlé vendredi. Mais vous avez une deuxième opération qui va arriver bientôt, c'est le Forum des réseaux. Alors, le Forum des réseaux Vincent est juste passé le 1er octobre. En fait, dans le Val d'Oise, on compte à peu près 75 clubs d'entreprise. Et ce réseau qui effectivement, donc il y a eu un forum de l'ensemble des réseaux de ces clubs d'entreprise qui ont été réunis grâce à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Nous avons été associés à ce forum parce que bien entendu pour nous, c'est là où on va rencontrer, je veux dire, les employeurs qui sont les plus, comment dire, un peu les plus performants et qui veulent effectivement faire changer les choses et bouger. Ça, c'était vos réseaux, c'est ça? Voilà. C'était la soirée Vos réseaux. Voilà. À laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs. Il y avait donc plus de 200 entreprises qui ont participé, plus de 300 personnes qui sont venues aussi. Et je trouve que c'est, voilà, ouvre-moi ta boîte, ouvre-moi tes réseaux, ouvre-moi l'Europe. Tout ça, l'ouverture, c'est essentiel. Mais ça, c'est très nouveau pour finalement, c'est très nouveau pour une administration que de se mettre comme ça à la disposition des Français. On n'a pas tellement l'habitude en fait. Non, mais tant mieux. Il faut développer ça, c'est essentiel. Alors justement, vous le développez. Donc je disais, avec la prochaine manifestation, c'est Forum des réseaux RH. C'est ça? Non, le Forum des réseaux, excusez-moi, le Forum des réseaux, il s'est tenu le 1er octobre. Il s'est tenu le 1er octobre, pardon. C'est l'atelier numérique là, qui va arriver à la fin du mois. Par contre, on est sur un autre sujet, mais qui est extrêmement important. On fait ça avec l'Université humaine et Google, désolé, sur effectivement les ateliers numériques. C'est la certification effectivement sur les tablettes et ateliers numériques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regroupe à la fois des étudiants et des jeunes NEET, c'est-à-dire que ceux qui sont sans emploi, sans stage, sans formation. Et ça permet effectivement, il va y avoir 150 jeunes NEET qui vont être réunis avec des étudiants, des entrepreneurs, il y a 600 participants. Ça va durer le 29, 30, 31 octobre et le 2 novembre. Et à l'issue de ça, il y aura une certification. Il faudra effectivement, pour certifier, il faudra réussir 80% des épreuves. Pour se faire certifier. Oui. Alors, si on peut encore s'inscrire, si on veut, comment on fait pour s'inscrire? Hakim Kamouche. Toujours. Donc, il faut toujours. Alors, on va rappeler son adresse mail, hakim.kamouche, oui, direct.gouv.fr. C'est lui qui manage toutes ces opérations-là. Donc là, c'est réservé à tous les jeunes. Il y a une limite d'âge ou pas? C'est plutôt jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. Donc, c'est pour former au numérique. Voilà, parce qu'on pense qu'on sait. Un jeune pense qu'il sait tout du numérique. C'est faux. Ah bon, on se rend compte, les entreprises se rendent compte que c'est faux. C'est comme un ordinateur. Son cerveau, on pense qu'il marche à 10%. Je pense qu'un ordinateur, on s'en sert à combien? Une tablette numérique, à combien on s'en sert? Voilà. Et donc ça, c'est intéressant, c'est effectivement développer toutes les possibilités de travailler sur du numérique. Donc ça, c'est complètement gratuit, hein, j'imagine. Donc tout le monde peut y aller. Voilà, c'est un des rendez-vous du mois d'octobre. On peut passer par Pôle emploi, on peut passer par les missions locales, on peut passer par des structures d'insertion dans les villes. Voilà, tout est possible. Voilà. Alors, il y a un autre événement aussi le 18 et le 19 octobre. Donc là, vous accueillez des Italiens. On va accueillir une vingtaine d'Italiens de la région de Trente. Donc on les reçoit à la directe, effectivement. Alors en partenariat là aussi, on n'est pas tout seul, avec les services de santé au travail, avec le MEDEF, avec les CPME, la Chambre de commerce. On accueille à la fois cette région, à la fois les partenaires sociaux, patronat et syndicats, et les élus de la région. Et en fait, ils viennent ici, pourquoi en France? Ils viennent parce qu'on a travaillé dans le Val d'Oise sur la gestion des âges et l'emploi des seniors. Et donc, ils viennent effectivement connaître l'expertise et pouvoir effectivement faire revenir en Italie avec les bonnes pratiques qu'on a pu développer, nous, sur le département. Parce que le département, au niveau de l'emploi des seniors, justement, est-ce que vous savez où on en est dans le département du Val d'Oise? Alors, ça a progressé. L'emploi des seniors, de partout d'ailleurs en France, le taux d'activité des seniors a énormément progressé. On est à plus de 50%. Alors, effectivement, avant, c'était beaucoup. On était très très loin. Donc, on a fait un effort énorme là-dessus. Voilà, mais c'est pas suffisant. Il faut maintenir ça. C'est vrai que le fait que le départ à la retraite se fait plus tard aussi. Donc il y a aussi et puis il y a aussi de l'expérience de ces seniors. Aux entreprises d'avoir aussi des salariés expérimentés avec des jeunes qui sont en insertion. Cette liaison est essentielle. Hein, à la fois le savoir-faire et à la fois l'innovation et les nouvelles idées. Il faut savoir faire tout ça. Là aussi, c'est une ouverture, tout azimut. Voilà, grosse réforme donc au niveau administratif de la directe qui fait beaucoup de choses pour aider finalement les entreprises et ceux qui recherchent un emploi. Philippe Sueur, vous voulez réagir? Oui, je voudrais juste témoigner. En tant que maire, je suis souvent critique
à l'encontre de l'État, mais là, il faut rendre hommage vraiment à un travail de terrain. On voit dans l'État l'État censeur, l'État créancier, mais là c'est l'État accompagnateur. Et très sincèrement, je suis témoin de ce que la Direct peut faire en Val d'Oise auprès des entreprises. C'est de l'accompagnement, c'est du conseil. Nous avons, lorsque le MEVO organise ces rencontres, soit les sabliers, mais surtout les rencontres biannuelles, eh bien on voit là des participations. J'ai un souvenir notamment d'une intervention sur la sécurité cybernétique auprès des entreprises. La Direct a été remarquable. Et puis il n'y a pas que ça. Pour l'État, un accompagnement financier, je peux vous dire, ça nous semble exceptionnel et nous apprécions beaucoup. Je parle au nom du CEVO, qui est le comité d'expansion économique du Val d'Oise, et notamment de Sécurité Système Vallée, qui est le nouveau cluster d'utilisateurs en matière de sécurité. Eh bien, s'il n'y avait pas eu la Direct pour amorcer, il n'y aurait pas aujourd'hui de Sécurité Système Vallée. Vous me faites rougir. Mais c'est vrai que sur la sécurité, ce qui est essentiel, c'est le fait que ce soit la sécurité dans toutes ses dimensions. Global. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on a cofinancé effectivement une étude sur un cluster sécurité. On finance aussi une étude prospective sur l'ensemble des métiers de la sécurité. On est aussi là un département pilote expérimental. Et effectivement, si on peut derrière, une fois que les études seront bien menées, on pourra effectivement étendre ça à toute la France entière si possible. Oui, on peut noter le dynamisme de la Direct en département du Val d'Oise. D'ailleurs, vous êtes à la recherche de pépites également qui veulent exporter, je suppose. Alors là, c'est plutôt avec le comité économique du Val d'Oise dont M. Sueur préside, avec la Chambre de commerce et d'industrie, le MEDEF, bien entendu. Et là, il y a énormément. Donc, il y a eu dernièrement, c'était l'entreprise ça y est, j'oublie son nom, qui est une filiale du grand groupe de cosmétiques. Donc, il y en a plusieurs, il y a Clarins. Voilà, donc il y a eu toute une soirée, après-midi soirée, il y a 10 jours de cela, avec le préfet, avec le MEDEF également, avec le service de commerce extérieur, il y avait effectivement BPI, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir travaillé avec l'ensemble de cette dimension. Dernière chose que je voulais dire aussi, c'était sur le BTP, bâtiment entre public. On a un gros souci là-dessus sur le fait qu'il n'y a pas d'adéquation entre les offres et les demandes. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans l'Île-de-France. On a le Grand Paris, on a effectivement ici, on a le Jeux Olympiques, on a tout ce qui est les rénovations urbaines, ce qu'on appelle nous l'ANRU 2 dans le jargon. L'ANRU, oui, c'est le nom. Voilà, mais tout ce qui donc c'est la rénovation urbaine. On a d'autres choses aussi, le tarmac, le numéro 4 sur Roissy, on a éventuellement Europa City. Donc on sait qu'on a de l'emploi dans le bâtiment pour au moins 15 ans. Et là, on n'arrive pas à trouver en Val d'Oise les salariés qu'il faut. Ce qu'on a mis en place, on a pas tout seul, bien sûr, avec notamment la Fédération française du bâtiment, on a mis en place un comité d'action avec un plan d'action qui réunit l'ensemble des opérateurs et des prescripteurs sur le Val d'Oise. Et l'autre jour, on était une centaine à Berne, à l'AFPA, où ils ont des plateformes sur le bâtiment entre public, notamment des quais, notamment des tunnels, notamment des choses comme ça, des gares, pour pouvoir effectivement faire travailler, former déjà, parce que l'AFPA, des jeunes et des moins jeunes, etc., sur les bâtiments. On fait une opération, parce que c'est la mobilité aussi, là, encore une fois. Nos entreprises du Val d'Oise, elles vont travailler ailleurs. Nos salariés du Val d'Oise, 2 tiers des salariés du Val d'Oise travaillent en dehors du Val d'Oise. Donc on va à Paris, on va dans le Hauts-de-Seine, on va en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et donc donc ça c'est extrêmement important, c'est de monter effectivement des formations, des qualifications pour notamment nos jeunes, pour leur apprendre les bâtiments. C'est plus le bâtiment comme autrefois. Le bâtiment c'est beaucoup restructuré et c'est bien payé aussi. Donc il faut le savoir aussi. Et c'est pas du tout déshonorant d'entrer dans le bâtiment, au contraire, c'est des métiers d'avenir et il y a vraiment des emplois de qualité, des emplois de longue durée dans ce domaine-là.
Donc là aussi, si on peut vous contacter, si un jeune cherche du travail, à la limite, il peut prendre contact avec vous. Alors ça, c'est Pôle emploi, l'émission Il vaut mieux aller locale, Cap emploi. Hein. D'accord. Et on passe par les opérateurs, bien entendu, hein, parce que là, nous, on ne peut pas être partout. Il y a chacun son rôle. Bien sûr. Donc je rappelle, mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, si on cherche du travail, de toute façon, en plus. Et dans le bâtiment, vous savez, en Val d'Oise, combien on recherche de personnes? Actuellement, enfin, c'est sur l'ensemble de l'Île-de-France, il y a peut-être 30 000 emplois. 30 000 emplois à pourvoir, donc c'est énorme. Non, il y a vraiment un déficit et un travail à faire énormément sur ce domaine. Merci Vincent Reprich-Robert. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient avec vous et puis avec Cyril Baraban, car tous les deux, vous travaillez ensemble. On écoute quoi là déjà, je sais plus. Qu'est-ce qu'on écoute là? Ah, d'accord. Ouais, dans ton nom, c'est la région. Ouais. Donc là, c'est la création. La création. Alors, Vincent Reprich-Robert, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la directe? Non, là, on est entre nous, là. D'accord. Là, en fait, c'est dans le cadre en matière de développement économique, on va travailler sur, nous, de 3 points dans notre programmation future. C'est l'innovation, les filières, les entreprises en difficulté. Et là, je pense qu'on peut effectivement faire la jonction avec l'initiative. D'accord, donc je vous redonne la parole là-dessus. Et puis après, on ne fera pas de pause musicale, Cyril Baraban. Parce que sinon, il faut que tout le monde puisse parler. Et puis toi, si tu veux réintervenir. Et ben, pareil sur la mobilité. J'ai pas voulu intervenir, mais vous dites qu'on est mobile, monsieur Reprich-Robert, mais le problème, c'est quand même les transports et les voies de transport. Non, surtout d'avoir une voiture pour aller à un endroit où c'est pas bien desservi par les transports publics. Oui, mais garde le micro près de toi, au cas où tu vas intervenir. C'est la mobilité, effectivement, d'aller de Cergy, par exemple, à Roissy. Ou d'aller parfois de Gonesse à Roissy. C'est l'enfer. Hein, c'est très compliqué. C'est l'enfer. Il faut revenir à Paris. Ouais. Et en France, la mobilité, c'est pas en kilomètres, c'est en temps. Oui. Oui, mais ça prend trop de temps. Et la voiture, de toute façon, tous les entrepreneurs que j'ai à mon micro me disent que par rapport, ils prennent entre un quart d'heure, entre 15 à 20 minutes de plus par rapport au trajet d'avant. Voilà ce que disent leurs salariés. C'est épouvantable. Merci Madame Hidalgo. Il n'y a pas que Madame Hidalgo, hein, c'est tout. Si, parce que quand j'ai rien contre elle personnellement, hein, et quand Paris n'est pas seul au milieu de la campagne, quand vous complexifiez le transport à l'intérieur de Paris, moi je connais très bien Carl Liv à Poissy. Il y a des répercussions jusque chez lui, hein, à cause de Paris. Vous avez des axes stratégiques qui ont été fermés, mécaniquement. Bien sûr. Et puis nous, le Val d'Oise, en plus, on a sur l'autoroute A15 le viaduc qui s'est un peu... On y va? On y retourne? On y retourne. Ouais, c'était sur IDFM au bar de l'économie, c'était Mylène Farmer avec son nouveau titre en compagnie de LP. Ça s'appelle « N'oublie pas », comme vous avez pu l'entendre. Je vous conseille, vous avez vu, Mylène Farmer va donner 2 jours de concert de plus parce que les 3 premiers jours, les places ont déjà été vendues en 48 heures, 120 000 places de vendues. Vous imaginez le succès pour Mylène Farmer. Alors je suis toujours en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains, d'Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, de Vincent Reprich-Robert, directeur de la Directe en Val d'Oise, et de Cyril Baraban, directeur général d'Initiative en Val d'Oise aussi. Alors Vincent Reprich-Robert, on parlait des missions et des opérations, des journées que vous organisez au mois d'octobre en Val d'Oise, mais la Directe a aussi d'autres missions, c'est de soutenir l'innovation, de dégager certaines filières et puis de découvrir certaines filières et puis les entreprises en difficulté. Ça fait beaucoup. Alors l'innovation, que faites-vous pour l'innovation? L'innovation, effectivement, tout à l'heure, c'est nos chargés de mission qui vont effectivement dans les entreprises, dans les TPE, PME, pour effectivement aider à développer de l'investissement, développer des nouveaux marchés, et ça c'est essentiel. On a plein d'entreprises qui innovent. Hein. Je veux dire, moi j'ai visité pas mal d'entreprises dans le Val d'Oise depuis que je suis là, depuis janvier 2017. J'ai été surpris par des TPE qui ont 15, 20, 30 salariés et qui sont vraiment à la pointe de tas de choses qu'on n'imagine pas, en fait. Je n'imaginais pas. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Après, il y a comment effectivement accompagner ces entreprises-là. Je pense que Initiative 95 va nous en parler. Les filières, on a parlé effectivement des filières sécurité, les filières bâtiments entre publics, filières industrie.
filière effectivement sécurité, M. Sueur en a parlé, BTP, je vous en ai parlé, mais on a aussi effectivement les filières industrie. On a travaillé et on travaille actuellement sur accompagner les entreprises qui ont besoin, dans le cadre des fraiseurs-tourneurs, d'avoir des savoir-faire sur la technique de base et non pas uniquement par ordinateur. Donc on a développé des formations complémentaires pour effectivement donner à ces entreprises-là la possibilité de pouvoir avoir, parce que parfois on a besoin de choses qui sont uniques. Donc il faut aussi le savoir-faire manuel. Et grâce à ça, on a depuis maintenant de l'année dernière, il y avait 15 entreprises qui ont embauché 15 salariés grâce à ça. Le lycée actuellement, qui est ici en Anguin-les-Bains, à côté d'Anguin, le lycée technique lycée Monod, Gustave Monod, a une classe où ils font un complément de formation là-dessus. Et ça marche, quoi. Donc ça, il y a des emplois derrière. Après, les entreprises en grande difficulté, en difficulté, effectivement, c'est notre, comment dire... Alors ça, on ne savait pas que la Direct pouvait s'en occuper. Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises en difficulté? Il y a ça peut être activité partielle, effectivement, de donner, effectivement, si l'entreprise a des problèmes de commande et des problèmes plutôt de licencier, de financer, effectivement, les heures perdues, les heures non faites auprès des entreprises. Et ça, c'est un outil qui existe. Après, il y a effectivement il y a tout ce qui concerne les plans de sauvegarde de l'emploi, bien entendu. Donc on travaille l'entreprise là-dessus, puisque c'est nous qui homologuons ces PSE, et donc on les accompagne dans ce cadre-là également, quoi. Et puis, voilà, donc ce sont des exemples. Hein. Alors là, il faut contacter qui si on veut vous contacter parce qu'on a des soucis, si on est chef d'entreprise et qu'on a des soucis. Comment fait-on? On contacte l'inspection du travail directement? Là, on contacte le service mutation économique. Mutation économique, voilà, ça s'appelle. Donc c'est alors, je peux vous donner un nom, Bastien.Marie, direct.gouv.fr. D'accord. Donc voilà, on va répéter. Donc si une entreprise est en difficulté, Sébastien Marie qu'il faut contacter. Pour le reste, les autres opérations dont on a parlé tout à l'heure, c'est Hakim Kamouche qu'il faut contacter. Et puis enfin, donc on va peut-être reparler un petit peu d'innovation parce que vous avez un partenariat avec Initiactive. Et justement, Cyril Baravant, pour le 95, vous travaillez à la fois avec la Direct et puis aussi avec la BPI. C'est-à-dire, c'est votre prochaine actualité, c'est ça? Voilà, donc on vient de signer un nouveau partenariat avec BPI France. On en avait déjà un par le passé. Il a été renouvelé pour soutenir toutes les entreprises en croissance. Donc on ne se limite plus aux entreprises jusqu'à 3 ans. On va beaucoup plus loin et on soutient des entreprises qui sont en premier développement et qui ont besoin de fonds propres pour se développer. Donc nous, on est là en soutien pour le faire. Donc on est affilié à 2 grands réseaux, Initiative 95, France Active, et Initiative France. Donc Initiative France présidée par Louis Schweitzer, l'ancien président de Renault, donc ça me fait un lien avec l'Automobile Club. Et en fait, ces 2 grands réseaux financent tous les ans environ 25 à 30 000 entreprises en France. Le réseau Initiative France, c'est 1,5 milliard d'euros qui sont investis dans les entreprises en création ou en reprise sur le territoire national. Et Initiative 95 sur le Val d'Oise, nous sommes à 320 entreprises soutenues sur 2018. Voilà, donc on a 30% de croissance sur le Val d'Oise. D'ailleurs, on est le département où il y a la plus forte croissance en Île-de-France. Voilà, donc le Val d'Oise est souvent mis en exemple, mais on a une très forte activité sur le département. Et on devrait lever environ 30 millions d'euros d'investissement sur le département en 2018. Ça représente environ 600 emplois. Et donc on a environ 1000 entreprises en portefeuille de suivi, puisque en fait on a 22 salariés à Initiative. On a vous êtes une énorme association. Voilà, donc alors il y a des plus grosses associations, mais on travaille beaucoup avec la Direct, notamment sur l'emploi associatif, parce que en fait là on en a beaucoup parlé avec la fin des contrats aidés. Il y a énormément d'associations qui rendent des services d'utilité sociale sur les territoires. Et en fait, nous, en lien avec la Direct, on les accompagne pour qu'elles puissent se consolider et se développer. Voilà, donc développer des activités marchandes, par exemple, développer des nouvelles actions, des nouveaux services.
Et c'est des services qui sont très ancrés sur les territoires, donc qui sont essentiels. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, Cyril Baraban? Alors, on accompagne des associations sur le service à la personne, dans la culture, dans le sport. On peut accompagner des fusions, des regroupements de structures. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler parce qu'on travaille aussi avec la Directe sur une action qui est assez sympa et que l'on est en train de développer. C'est les groupements d'employeurs. Donc vous les avez reçus il n'y a pas très longtemps ici. J'en ai reçu quelques-uns, dont le GEVO, le dernier en date. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur de TPE puisse recruter une personne par le biais du groupement d'employeurs pour le prendre une journée par semaine. Oui, voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'était de parler du temps partagé, parce que les salariés ne pensent pas, et notamment je pense aux femmes qui ont des enfants, elles peuvent tout à fait retrouver du travail en travaillant en temps partagé grâce au GEVO, qui nous a dit accueillir, et au contraire même, les 50 ans et plus sont les bienvenus, il faut les contacter, c'est bien ça? Voilà, donc en fait, nous, on a des dirigeants de TPE qui ne connaissent pas cette solution. Le cap du premier recrutement, c'est un cap qui est difficile à passer, et en fait, en passant par le groupement d'employeurs, l'entrepreneur n'a pas à gérer toute la lourdeur administrative quand on recrute une première personne. Voilà, toute la paperasse, document unique, etc. Donc nous, on s'est mis en partenariat avec les groupements d'employeurs du territoire, avec la Directe. Et donc on a mis en place un système de soutien aux entrepreneurs des TPE qui souhaiteraient recruter. Donc là, on a déjà 5 TPE qui nous ont sollicité, mais on espère que ça va se développer. Donc là, en fait, sur le partenariat BPI, ce qu'il faut savoir, c'est que BPI récupère au 1er janvier 2019 toutes les prérogatives de l'Agence France Entrepreneur et de la Caisse des dépôts sur l'entrepreneuriat. Oui, qui change de nom et qui va s'appeler la Banque des Territoires, justement. Alors, la Caisse des dépôts va s'appeler la Banque des Territoires. BPI, lui, va s'occuper de tout ce qui touche aux entreprises. Et donc, c'est important pour nous d'être en lien avec BPI France. Et ce conventionnement est essentiel pour nous, puisque c'est maintenant la Banque publique d'investissement qui va financer les actions dédiées aux entreprises. Donc, au 1er janvier 2019, avec la BPI, c'est vous qui serez le relais finalement en Val d'Oise pour que les entreprises puissent avoir des investissements de la BPI, si j'ai bien compris. Donc c'est le partenariat avec BPI, et puis on a un partenaire majeur qui est la région Île-de-France, puisque la loi NOTRe a reconfiguré les responsabilités. Donc désormais, c'est la région qui pilote tout le développement économique. Et on est en lien avec la région sur 2 dispositifs essentiels pour nous. Le premier est le dispositif entrepreneur #leader, qui est porté par la région et qui permet d'accompagner, de financer et de suivre les entrepreneurs. Donc là, il y a plus de 15 000 entrepreneurs accompagnés sur ce dispositif au niveau de la région. Et le deuxième axe qui est important et qui me renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Europe, c'est les fonds européens. Donc c'est piloté par Stéphanie Foneuve qui le développe brillamment sur toute la région, et nous bénéficions, nous, de 25 à 30% de nos budgets en fonction des actions sur des fonds européens. Et ces fonds européens sont vraiment essentiels pour qu'on puisse travailler au bénéfice des Valdoisiens. Oui, je rappelle que Stéphanie Vanneus, c'est la vice-présidente au conseil régional chargée justement de l'Europe. Elle est déjà venue plusieurs fois à ce micro. Alors, pour les entreprises, c'est très compliqué d'aller chercher des fonds à l'Europe. Comment vous allez faire pour les aider? Alors, nous, on n'aide pas les entreprises à aller chercher des fonds à l'Europe. Nous, en fait, on les aide à financer leurs investissements et à financer leurs besoins en fonds de roulement. Donc, on réalise une expertise approfondie de leurs projets. Donc, on travaille en lien avec des experts. On a des salariés aussi qui réalisent cette expertise. Et ensuite, on fait toute l'intermédiation bancaire. Donc, on a un réseau alors, on a 4 banques partenaires à Initiactive, mais on travaille avec toutes les banques. Et notre travail, c'est d'aller chercher le prêt bancaire dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est surtout des garanties limitées. Voilà, donc d'où le partenariat avec BPI France, qui nous permet, en fait, qui permet à l'entrepreneur de limiter ses garanties. Et en cas de difficulté ou en cas de cessation d'activité, de ne pas avoir à mettre en jeu son patrimoine personnel. Voilà, donc, alors, quand on est une entreprise, on peut faire appel à vous, quelle que soit sa taille?
Alors, les entreprises qui peuvent faire appel à Initiactive doivent être dans leur création, dans leur reprise ou dans leur premier développement. Voilà, on se concentre vraiment sur les 5 premières années. On a des partenaires comme le CEVO, dont c'est le métier et le travail d'accompagner tous les entrepreneurs dans leur développement à l'international notamment. Nous, on est vraiment concentrés sur la naissance et les premiers pas de l'entreprise. Voilà, donc c'est assez spécifique, mais souvent les gens créent seuls, ils font beaucoup de bêtises, malheureusement. Un exemple, ils autofinancent leur création d'entreprise. Or, quand vous avez mis 20 000 € dans votre véhicule, par exemple, et qu'il ne vous reste plus rien en trésorerie, au premier coup dur, au bout de 6 mois, c'est l'entreprise qui périclite. Donc nous, en fait, on est là pour apporter des fonds propres à l'entrepreneur, mobiliser du prêt bancaire pour financer les immobilisations, et du coup, l'entreprise est beaucoup plus solide. Et nous, on est à 90% de taux de pérennité à 3 ans. Donc, on sécurise la création et le premier développement. Oui, mais ce que dit un chef d'entreprise, c'est que ce qui lui fait peur quand il crée quelque chose, la première année, c'est que son idée ou sa création s'en aille. C'est ça dont il a peur quand il partage avec... Alors, comment? Qu'est-ce que vous lui dites? On travaille en lien avec des professionnels de la propriété industrielle. On a des partenariats avec des avocats ou des conseils en propriété industrielle pour traiter tout ce qui touche à la marque, tout ce qui touche aux inventions, etc. Donc après, c'est important que... Vous lui dites que c'est une mauvaise raison. Ah oui, il faut pas rester fermé, au contraire, il faut s'ouvrir, il faut aller chercher les bons acteurs, aller dans les pépinières, dans les incubateurs, aller chercher l'investissement. Et c'est à travers cette ouverture que le projet va pouvoir réussir. En fait, il ne faut pas rester chez soi, quoi, tout seul dans son coin. C'est ça que vous dites. Voilà, c'est ça. C'est pas la bonne méthode. Voilà, donc aux jeunes chefs d'entreprise, jeune, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de création. Je veux dire, entre 0 et 5 ans, il faut faire appel à Initiactive qui va vous ouvrir pas mal de portes. Et on lance une nouvelle action qui est très importante et qui trouve un très fort écho auprès des maires du département. On lance le prêt Initiative Santé. En fait, ce prêt est destiné aux professionnels de santé qui souhaitent s'installer sur le Val d'Oise. En fait, le diagnostic, c'est que un médecin, un kiné, il a les mêmes difficultés qu'un chef d'entreprise. Et donc nous, en fait, on va l'accompagner et on va lui apporter du prêt à taux zéro, donc jusqu'à 50 000 € en prêt à taux zéro. Pour s'installer. Pour s'installer. Et donc là, on commence à travailler avec des communes qui ont acquis des immeubles ou des locaux pour les réhabiliter. Mais ensuite, la partie accompagnement du médecin, on va la mettre en œuvre. Et ça, c'est un axe très très fort. Ça, c'est une nouveauté alors chez Initiactive, voilà, Cyril Baraban. Puisqu'en fait, la région Île-de-France est le premier désert médical en France. Et il y a beaucoup de communes qui rencontrent des difficultés pour attirer la population médicale. Donc sur les professions médicales réglementées, on a un partenariat avec l'ARS, avec les ordres, pour pouvoir faciliter ces installations. Alors on n'est pas des magiciens, mais en tout cas, on va y travailler dans les années qui viennent. Alors, ça, c'est le scoop du jour, en fait. C'est Initiactive qui nous annonce faire un prêt santé jusqu'à hauteur de 50 000 € pour toutes les professions médicales qui veulent s'installer en Val d'Oise. Est-ce qu'il y a une limite, je ne sais pas, d'âge, d'exercice Aucune. Donc, même quelqu'un qui est installé dans une autre région, vous lui financez son changement de région. Voilà, avis à tous. Il faut en profiter. Philippe Sueur, une réaction. Volontiers, moi je salue vraiment cette initiative. Qui ouvre toute action. C'est vrai, tout ce que vous venez de dire sur la santé est préoccupant en Île-de-France. Il faut surtout séduire le jeune médecin pour s'installer, c'est-à-dire rester
en profession libérale indépendante ou dans une maison pluridisciplinaire, bien entendu, parce que nous observons que beaucoup de médecins préfèrent être intégrés dans des organisations qu'on ne nommera pas. Nous sommes de nombreuses communes à mettre en place des structures d'accueil. En Gain-les-Bains, là, je viens d'en mettre en service 3. C'est tout modeste, mais surtout, il y en aura 18 à 19 l'année prochaine à la suite d'une acquisition d'un grand bâtiment que nous réorganisons. Mais on a vraiment là besoin d'un tel appui, des conseils, etc. On travaille avec l'ARS, certes, mais avec vous, c'est vraiment à saluer. Merci. Voilà, Merci. donc deux scoops en fait annoncés par vous, Cyril Baraban, ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Initiactive 95. C'est donc les apports de finances grâce à la BPI et puis votre soutien auprès des entreprises, je rappelle, de moins de 5 ans, par rapport aussi à l'aide de la région, à la fois pour exporter grâce aux fonds européens et puis avec l'opération Entrepreneur Leader. C'est bien ça? On va tout de suite passer la parole également à Yves Cara. Alors lui, vous, Yves, c'est dans le domaine de l'automobile. Oui, mais vous savez, dans le domaine de l'emploi et dans l'automobile, il y en a beaucoup d'entreprises, notamment des équipementiers, qui ont du mal à se développer parce qu'ils ne trouvent pas aussi de salariés. C'est un vrai problème aussi. Alors Yves Cara, le salon de l'auto, le mondial de l'auto et de la moto d'ailleurs, vient des deux roues. Mondial de l'auto, de la moto et de la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on pouvait voir qu'est-ce qu'on pouvait voir là-bas avec l'Automobile Club Association? D'abord, il faut saluer le travail de Jean-Claude Giraud, qui est le commissaire général, et de toute son équipe, pour avoir repris il y a 2 ans un salon de l'auto qui s'appelait que le salon de l'auto, qui était en mauvaise situation, et en avoir fait un salon de la moto, d'associer la moto. Il n'y avait plus de salon depuis 3 ans à Paris, et de la mobilité. Voilà, il va dans le sens de l'histoire. Et c'était un pari, d'abord de le faire que sur 2 week-ends et non pas sur 3. Le chiffre de la fréquentation aurait pu baisser. Eh bien non, il a passé la barre du million. C'est quelqu'un que je connais bien, j'admire son énergie. Donc c'était un vrai pari. Alors moi, on avait un stand avec l'Automobile Club Association, avec nos différents partenaires, Crédit Mutuel, Essilor et la Fédération Internationale Automobile dont nous sommes partenaires. Il y a un Automobile Club par pays et c'est nous. On a eu beaucoup de fréquentation, beaucoup de monde, et j'ai fait beaucoup de micro-trottoirs pour nos réseaux sociaux. Et alors c'est très étonnant parce qu'il y a vraiment un différentiel entre ce que sont allés chercher les médias, c'est-à-dire la voiture électrique et autonome, on n'a parlé que de ça, pas des nouveaux modèles thermiques, etc., etc. Et ce que les gens sont venus chercher et voir dans ce salon, c'est-à-dire des voitures thermiques. Je rappelle que la voiture électrique c'est 1%, il en faut, d'accord, mais c'est 1%. Et qu'ils sont venus voir des nouveaux modèles, des voitures thermiques. Ça n'a pas changé dans le public parce qu'on a besoin d'avoir une voiture qui nous permet de faire 6 ou 700 km d'une traite et pas obligé de se recharger. Voilà, on a les mêmes besoins, on a le même usage. Et les médias sont vraiment venus chercher autre chose. J'y ai passé 30 ans dans les médias, je connais bien. Et donc, ça prouve bien qu'il y a un différentiel. Un décalage, en fait. Ouais, mais c'est pas qu'on est amoureux de la voiture. On a toujours besoin de... Alors, on va l'appeler autrement qu'automobile, parce que ça paraît être un gros mot parfois. C'est un véhicule à 3 ou 4 euros qui vous permettra d'aller d'un point A à un point B avec votre famille, de faire 600 ou 700 km, et de temps en temps, de faire quelques kilomètres pour aller amener vos enfants à l'école ou pour aller travailler. Donc voilà, il n'y a pas eu de désaffection, il y a eu beaucoup de public passionné qui a toujours envie de la même voiture, qui est conscient quand même des enjeux écologiques, qu'il faut aller vers l'électrique ou vers l'hydrogène ou vers le super-éthanol. Mais attention à cette image parfois que veulent donner les médias, de faire croire que la voiture autonome, ok, c'est un fantasme, on en est très 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 loin d'une voiture autonome, vraiment très loin, hors trajet dans un parc privé sur un point A, un point B de quelques kilomètres, ça on sait faire. Mais donc voilà, il faut faire attention, mais ça a bien marché, il y en aura un dans 2 ans. Et je rappellerai aussi qu'en alternance, il y a un salon qui s'appelle Équipe Auto, alors qui est plus particulièrement pour les professionnels, mais qui concerne les équipementiers qui fabriquent 80% aujourd'hui de la voiture. Voilà, on peut dire les constructeurs sont souvent que des assembleurs, pas que ça, mais souvent des assembleurs. Donc voilà, le marché de l'automobile se porte plutôt bien, on n'a jamais vendu autant de voitures. Il faut faire attention effectivement avec les alliances, avec différents géants du numérique comme Google, avec Renault, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi, voilà, allons contre les idées reçues, on a parlé de la voiture électrique tout à l'heure. Dans le mix énergétique, production de l'électricité, fabrication des batteries, il faut aller chercher des terres rares et puis recyclage. Une voiture électrique pollue autant, mais différemment qu'un diesel ou qu'un thermique. C'est dommage, on aimerait bien que ça ne pollue pas du tout,
Mais voilà, c'est une fausse idée. Il y Mais a on un a vrai enjeu. l'impression que les politiques publiques poussent plutôt l'électrique que la voiture à gaz ou à hydrogène. Oui, alors, à gaz, ça reste encore du gaz de pétrole liquéfié, du GPL, c'est encore des énergies fossiles, ça c'est dommage, mais l'hydrogène est une vraie bonne solution, même si elle est consommatrice quand même d'énergie pour faire fonctionner une voiture. Je reviens sur le superéthanol, qui est vraiment une solution immédiate. Tout de suite, il y a des boîtiers homologués depuis début juin avec 2 entreprises françaises, FlexiFuel et Biomotors, qui ont fait eux-mêmes l'initiative de lancer des homologations avec ces boîtiers. Et je rappelle, ça réduit de 70% le CO2, de 90% les particules fines, dès que vous l'avez monté. Donc c'est une vraie solution qui peut être immédiate dans les villes. Plutôt que d'interdire le thermique, réfléchissons au thermique. Donc voilà, parlons plutôt de l'usage plutôt que ce dogme un petit peu de la voiture électrique qui est très dangereux d'emmener. Carlos Tavares ne dit pas autre chose. Moi, mon groupe, je l'emmène vers l'électrique, mais il n'y a pas de marché. Je ne peux pas fabriquer des voitures qui ne vont pas se vendre et mettre 20 000 personnes au chômage. Donc attention, la mobilité, on en a besoin. Il faut moins dépenser d'énergie fossile. Mais en tout cas, ce salon de l'auto était le même qu'il y a 2 ans, même s'il était différent. Il y a le salon de la mobilité, il y a d'autres choses qui arrivent. Et il y a toujours autant de passion, mais surtout de besoin des Français vis-à-vis de la mobilité. Absolument. Donc on a tous besoin de se déplacer et on voit bien de plus en plus, puisque je parlais tout à l'heure des réductions budgétaires que peut faire le gouvernement. Par exemple, les trésoreries publiques vont disparaître dans les villes pour avoir une seule concentration en région. Il faut bien se déplacer pour y arriver, par exemple. Alors après, on vous parle de transport en commun. Très bien. Moi, je me force une fois par semaine à utiliser autre chose que ma moto ou ma voiture, transport en commun, ou peut-être marcher, ou une trottinette, ou un vélo, pourquoi pas. Mais c'est quand je peux, de temps en temps, quand ça ne me contraint pas trop, parce que parfois j'ai plusieurs déplacements dans la journée. Donc effectivement, il faut une mobilité intellectuelle, comme je l'ai dit. Il faut changer un petit peu nos habitudes, on est d'accord. Mais on ne peut pas toujours. La grande majorité des Français hors Île-de-France, qui est un peu particulier, et même dans Paris, c'est à peu près 20 km pour aller travailler. Et on a, dans toutes les études que l'on a, et je suppose qu'à Enghien on doit en avoir dans toutes les villes, on a un taux d'employabilité qui est moins important si on n'a pas le permis. C'est clair, c'est validé, c'est fait. Et avec le permis, il faut avoir la voiture. Et avec la voiture, il faut mettre de l'essence dedans. L'augmentation des taxes sur quelqu'un qui est payé au SMIC, c'est 25% de son budget qui part dans l'essence et la mobilité à cause de l'augmentation des taxes. S'il est à 20 km de son travail. C'est ça la réalité de ces augmentations de taxes, qui voudraient, sous couvert de on va vous démotiver, vous tordre le bras pour ne plus prendre votre voiture. Mais on n'a pas d'autre choix. Et ça, c'est le vrai scandale, je trouve. Si on nous disait, OK, on augmente les taxes, c'est clair, c'est pour le budget de l'État. On n'a pas le choix, maintenant il faut de l'argent. Mais là, on nous dit non, c'est pour vous rendre service, pour vous démotiver de prendre la voiture. N'empêche, ceux qui disent ça dans les conférences où je vais, ils repartent en voiture avec chauffeur. Alors, on parlait aussi au Salon de l'Auto d'autres objets pour se transporter, autres que la voiture et les 2 roues. Est-ce qu'on l'a vu au Salon de la moto? Oui, alors il y a pas mal de 2 roues électriques. On est toujours limité par l'autonomie, évidemment. BMW, par exemple, qui n'était pas présent au stand d'ailleurs, au Salon de l'Auto, enfin au Salon de la moto, a une moto électrique. Mais là encore, le gros problème et le gros écueil de l'électrique, c'est d'une part la recharge, qui n'est pas uniformisée en France. Il y a 4 ou 5 entreprises en France qu'on déborde un peu partout. Il faut une carte à chaque fois. Alors on parle d'une carte uniformisée, voilà, et puis il faut une borne de recharge rapide. Vous arrivez, elle n'est pas branchée. Ça, c'est la réalité où il y a une personne devant qui va prendre 2 heures pour se recharger, et vous allez passer 2 heures derrière. Donc ça ne correspond pas à un usage, ce n'est pas pratique. Donc oui, il y a des 2 roues électriques, mais c'est encore un épiphénomène. Il y en a beaucoup en Chine, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est des choses... Moi, je pensais à d'autres moyens comme la patinette d'accord. L'espèce de roue où on met ses 2 pieds, on est tout droit. Le gyropode, alors vous parlez du gyropode, du skateboard électrique et de la trottinette. Voilà. Est-ce que ça a eu le succès de la population qui est venue visiter le salon? Alors, c'était pas trop l'objet du salon, qui était vraiment le salon de la moto et de l'auto, mais par contre, on connaît bien nous ces sujets parce qu'il y a un vide juridique total dans les villes. On n'a pas le droit de circuler avec ces engins motorisés. Pourtant, on les voit. Oui, on les voit, mais notamment sur les trottoirs. Voilà. Et même dans les rues, moi j'en ai vu. Alors la loi d'orientation sur la mobilité va légiférer et autoriser certainement, et ce serait une bonne chose, sur les pistes cyclables, les bandes cyclables, ou sur les trottoirs à 6 km/h et pas plus. Encore, ça va être compliqué. Mais tout ce qui permet effectivement de se déplacer en impactant le moins possible la planète, pas de souci, on est tous pour, que ce soit Autonomie Club ou pas évidemment. Mais il ne faut pas, comme certains politiques voudraient nous le faire croire, mettre tout le monde sur 2 roues pour tous les usages que l'on a toute la journée, pour toute l'année. C'est pas possible. Il faut réfléchir à une mobilité générale, c'est vrai. Par exemple, moi souvent, quand je vais à Lyon maintenant, plutôt que de prendre la voiture, je prends le TGV, je loue une voiture sur place.
Bon, je suis pas sûr que le TGV... Par contre, ça m'en revient plus cher parfois. Hein. Et je suis pas sûr que le TGV soit moins impactant pour la planète parce qu'il faut fabriquer l'électricité. Mais il faut y penser. Mais c'est tout objet qui permet de se déplacer et de rester aussi en bonne santé, parce que pédaler c'est très très bien pour la santé, on n'a pas de souci là-dessus. Hein. Mais faut, voilà, oui, il faut, je pense au vélo électrique, c'est ça. Ouais, il faut un mix de tout qui permet d'être mobile. D'abord, pour l'économie française, c'est primordial la mobilité. Je pense que dans l'association que vous gérez, monsieur, s'ils ont le permis, il y a sûrement un taux d'employabilité plus important. J'imagine pas un chef d'entreprise sans permis de conduire, par exemple, parce qu'il faut se déplacer. Et c'est pareil pour les employés. Donc voilà, c'est vraiment important la mobilité en général. Alors, est-ce qu'au salon, vous avez remarqué d'autres choses ? Qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Oui, je reviens vraiment sur le 85, ce super éthanol, parce qu'il y avait ces deux entreprises pour la première fois. On va rappeler les noms. Alors oui, alors j'ai pas d'intérêt chez eux, hein, mais Biomotors et Flexifuel, c'est deux entreprises françaises qui ont milité, ils se sont battus hein, pour que leur boîtier soit homologué, donc c'est vraiment une bonne chose. Vous payez le litre 70 centimes. Hein. 70 donc ça fait réfléchir. Ça alors si, parce que ça a été voté jusqu'en 2022. Voilà. Il y a une augmentation qui sera moins importante que le reste. La taxe sur les produits énergétiques, hein, début pétrolier, hein, mais énergétiques. L'État ne va pas perdre sa contribution sur les produits pétroliers en ne fiscalisant pas les autres produits énergétiques. Hein, ça, avec le bon prétexte, c'est que le réseau, en quelque sorte, est à la charge des collectivités ou de l'État. Alors, pour l'électrique, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'électrique, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il va se passer pour l'électrique ce qui s'est passé pour le diesel. Il y a 20 ans, on nous motivait d'acheter du diesel. Imaginons que l'électrique se développe avec des batteries solides qui sont un peu plus pratiques. Dans 20 ans, on nous dira vous vous rendez compte, on consomme beaucoup d'électricité, il faut bien la fabriquer. Donc, il faut, par exemple, construire une centrale. On est obligé d'augmenter l'électrique. Ah, mais attendez, moi je la payais, ça me coûtait 10 centimes, ça va me payer 1 franc. Ah ouais, mais on n'a pas le choix. Et on va retomber dans le même système, parce que comme vous le disiez, l'énergie, il faudra la payer au bout d'un moment. Donc, attention à ce leurre énergétique sur le 100% électrique, c'est dangereux. Oui, donc il vaut mieux d'abord bien réfléchir à ses besoins avant d'acheter en fait un véhicule et de choisir son moyen de locomotion. Alors, on va revenir... alors, Yves Cara, pour vous contacter, si on a besoin, comme je disais, de récupérer ses points, de s'assurer, de faire de la prévention ou même des voyages, on s'adresse où? À quelle adresse? Sur notre site, vous avez tout, automobileclub.org, automobile-club.org. Vous tapez Automobile Club Association et on apparaît. Voilà, c'est comme ça, vous êtes pourvu. Pareil, Cyril Baraban pour Initiactive. Là, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut vous contacter, qu'on soit en recherche d'emploi ou en train de diriger l'entreprise. En recherche d'emploi, nous, on se dédie qu'aux entrepreneurs. Donc, oui, mais vous les orienterez vers le CEVO ou vers les autres groupements d'employeurs. Alors, oui, on peut, après, on les réoriente, mais vous pouvez venir sur notre site, Initiactive, c'est avec un C, hein, initiactive95.fr. Voilà. Donc, si vous cherchez du financement ou de l'aide pour vous développer, n'hésitez pas à contacter Cyril Baraban. Et puis enfin, Philippe Sueur, vous, c'est facile pour vous contacter. C'est à la mairie d'Enghien-les-Bains ou au conseil départemental. Alors justement... Volontiers, mais je peux rappeler quand même le site du CEVO, c'est www.cevo et 95 attaché à cevo.fr. Voilà, donc vous CEVO avec 2 E. Peut-être la prochaine fois, on pourra parler de quand les voitures Autolib et les bornes Autolib auront disparu, qu'allez-vous mettre à la place? Je vous propose de revenir au mois de novembre pour nous en parler. Volontiers. D'ailleurs, ça va être encore un coût supplémentaire pour les collectivités, ça d'ailleurs. On vous a fait payer pour les installer, on va faire payer un peu pour les brancher différemment, pour les modifier. Ou pour les démonter. On rend l'antenne dans 30 secondes. Alors écoutez, moi je vous donne rendez-vous mercredi. Mercredi, on sera avec l'association d'Inactive. Et puis il y aura bien sûr une demi-heure pour comprendre le monde avec Pascal Boniface. Ça sera animé cette fois-ci par Jacqueline Voraz. Et moi, personnellement, eh bien, je vous retrouve le 5 novembre. Et oui, les vacances scolaires approchent. Et vous savez que nous, les bénévoles, on ne fait pas d'émission pendant les vacances scolaires. Bonne journée à tous. À mercredi avec Jacqueline. Oh, c'est chaud. Hier, j'étais sur Paris, des trottinettes électriques, il y en a partout. Ils roulent partout. Ils se gardent n'importe où. Non mais attends, Philippe, moi j'en ai vu une.